Ce vendredi, à l'Assemblée nationale, les députés ont délibéré sur 3 projets de loi dont le texte portant statut des rois et chefs traditionnels. Ces 3 projets de loi ont été votés à l'unanimité des 216 députés présents à cette séance plénière. Après la phase de sensibilisation et de soutien aux victimes, place maintenant au déguerpissement. Paul Kofi Kofi, le ministre chargé de la Défense, a lancé hier jeudi l'opération de démolition de tous les sites à risque. Puis, nous nous intéresserons à cette escalade de la violence entre Israël et le Hamas, 2 parties qui ne semblent pas prêtes à s'entendre. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur RTI 1. Rendons-nous tout droit à l'Assemblée nationale où 3 projets de loi ont été votés aujourd'hui. Les députés en séance plénière ont voté à l'unanimité le texte relatif à la lutte contre le VIH-Sida, celui portant statut des rois et chefs traditionnels et le 3e projet de loi qui est celui autorisant le président de la République à ratifier le nouvel accord de défense entre la Côte d'Ivoire et la France. Le compte-rendu de Léon Bro. Plus qu'un pas, la promulgation par le président de la République de la loi portant statut des rois et chefs traditionnels pour la valorisation des autorités coutumières de Côte d'Ivoire. Ce texte qui définit les privilèges auxquels doivent avoir droit les rois, les chefs de province, de tribus, de cantons et de villages vient d'être définitivement voté ce jour par l'Assemblée nationale. Idem pour la loi relative à la lutte contre le VIH et le sida. Ce 2e texte organise en 25 articles la prévention de la maladie et de son virus, la protection des personnes vivant avec le VIH, les malades et les orphelins du sida, ainsi que la répression en matière de lutte contre la pandémie. 3e loi prise ce vendredi par les députés, celle pour autoriser le président de la République à ratifier le nouvel accord de défense entre la Côte d'Ivoire et la France, signé en 2012. La délibération sur ces 3 textes a duré moins de 3 heures, non pour leur manque de pertinence, mais parce qu'ils ont été déjà si bien examinés en commission que les interventions ont consisté seulement en des observations de forme. Mieux, l'intérêt de ces lois pour la nation est tel que toutes les 3 ont été votées à l'unanimité des 216 députés présents à cette plénière. Après la phase de sensibilisation et de soutien aux victimes des pluies diluviennes, c'est maintenant l'heure du déguerpissement. La démolition des habitations dans les zones à risque a débuté hier. Le coup d'envoi de l'opération a été donné dans la commune d'Atekoubé par le ministre chargé de la Défense. Première étape, Mosikro, quartier situé au flanc d'une colline. Reportage à Ouassissé, Hugues Veblé. Le mois de juin 2014 a été marqué en Côte d'Ivoire par des pluies diluviennes causant des inondations, des glissements de terrain et pertes en vie humaine dans de nombreux quartiers d'Abidjan. Le gouvernement ivoirien, après avoir sensibilisé et soutenu les sinistrés de ces dernières pluies, passe à la phase active de démolition des habitations à haut risque. L'opération a été lancée jeudi par le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi. Dans la commune d'Atekoubé, le quartier de Mosikro, situé au flanc d'une colline à haut risque d'éboulement, est la première étape de cette opération. Suivront les communes d'Abobo, de Yopougon, de Koumassi et de Cocody. Donc à partir de maintenant, ils vont passer dans ces quartiers pour faire ces opérations. Mais en même temps qu'on fait ça, on est très conscient qu'il faut aider les populations. C'est pourquoi le gouvernement a prévu des kits financiers, 150 000 francs par ménage. Et aussi, il y a des gens qui ont construit sur les caniveaux. Il faut aussi les détruire. Vous savez que dans ce genre d'opération, les populations ne sont pas toujours contentes de partir, mais c'est pour leur propre bien. Vous voyez, on ne peut pas non plus regarder les populations mourir. Le gouvernement a une responsabilité. Les populations des zones à haut risque seront délocalisées vers des sites sécurisés, une opération à laquelle elles sont favorables. En tout cas, c'est comme moi je demande à la population, on n'a qu'à s'entendre tout, réunir tout à notre espoir ensemble et puis on va aller où ils vont nous amener. Il est tombé 597 mm de pluie en juin, faisant de nombreux dégâts dans des zones à haut risque. On compte 27 décès, des dizaines de blessés et des centaines de familles sans abri. Les ministres de l'Éducation, des États et gouvernements de la francophonie en réunion depuis hier à Abidjan
viennent d'achever leurs travaux. Thème de cette 56e session, éducation inclusive et de qualité pour tous en francophonie. Défis, priorités et perspectives pour l'après-2015. Les ministres de l'Éducation ont donc fait le bilan du système éducatif dans l'espace francophone. Un bilan jugé positif par les participants, mais tous soulignent qu'il faut mettre en marche le plus rapidement possible l'EPT, l'éducation pour tous, l'enseignement inclusif et de qualité pour tous. Ce processus devrait permettre de scolariser en 2015 57 millions d'enfants et donner la possibilité à 69 millions d'adolescents de détenir des compétences de base dans le monde francophone. L'ouverture des travaux de cette conférence des ministres de l'Éducation des États et gouvernements de la francophonie a eu lieu donc hier et Kondia Camara, la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, a été portée à la tête de la conférence. Elle a été désignée par ses pairs pour présider la Confémène pour les 2 prochaines années. Le témoignage de Michel Digri. L'hymne national de Côte d'Ivoire chanté à l'unisson, la 56e session de la conférence des ministres de l'éducation des pays ayant le français en partage. Le drapeau ivoirien honoré et pour cause, la ministre Kondia Camara reçoit un autre drapeau, celui de la Confémène. Elle vient ainsi d'être désignée par ses pairs pour diriger l'organisation pour les 2 années à venir. En nous confiant, à moi-même et à mon pays, la conduite de notre organisation, vous nous témoignez une confiance qui nous émeut au plus haut point. Nous mesurons aussi la charge inhérente à cette responsabilité. J'ai pu vous assurer que nous ferons les efforts requis pour être à la hauteur et pour que la Confémène écrive pour les 2 années à venir de nouvelles pages glorieuses. Écrire de nouvelles pages glorieuses de l'éducation dans le monde francophone, le défi est exaltant au regard des épreuves à surmonter. Pour bâtir un monde meilleur, il faut veiller en effet à une formation adéquate de notre jeunesse, en vue de constituer un capital humain de qualité, capable de relever de façon endogène les défis du développement pour qu'elle s'engage demain à relever les défis de la vie. Pour jeter les bases de la stratégie afin de garantir un système éducatif inclusif et de qualité dans l'espace francophone, les travaux de réflexion des experts ont démarré depuis le 3 juillet et s'achèvent ce samedi. Écrire donc de nouvelles pages glorieuses dans l'éducation de nos enfants. Voilà le défi de la Confémène. Et des fraudes massives ont été constatées à l'examen du BEPC, session 2014, dans certaines localités à l'intérieur du pays. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique vient donc d'annuler les résultats dans les localités concernées. Konaté Moussa, Grascando. L'affaire fait grand bruit en ce moment. Les résultats du brevet d'études du premier cycle BEPC, session 2014, dans les localités de Gadouan, Botro, Ouangolodougou et Bonirédougou ont été annulés suite à des irrégularités constatées selon le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. 96,20% à Gadouan contre 49,95% en 2013, 94,51% contre 58,03% en 2013 à Botro, à Ouangolodougou 95,91% contre 21,76% en 2013 et 21,35% en 2013 à Bonirédougou contre 93,92% cette année. Des chiffres qui font peser des soupçons. Il a été constaté de graves irrégularités, de copies conformes de candidats dans plusieurs matières. L'utilisation de feuilles de composition différentes de celles de la présente session, le non-respect du barème national par certains correcteurs. Tous ces éléments de preuve montrent que la fraude est belle et bien établie. Suite à la reprise des corrections, la nouvelle délibération donne 59,40% à Gadouan, Botro 49,90%, 60,05% pour Ouangolodougou et 35,35% pour Bonirédougou. Des nouveaux résultats qui retirent plusieurs élèves de la liste des admis. L'arrêté interministériel relatif aux sanctions en cas de fraude commise
par les candidats et acteurs en son article 8 qui prévoit ceci. Tout candidat admis frauduleusement par erreur ou en infraction au texte réglementaire en vigueur est systématiquement ajourné. Les autorités ivoiriennes sont donc engagées à éradiquer toute axe de fraude du système éducatif. Pour l'heure, des enquêtes sont en cours afin d'épingler les acteurs impliqués. Pendant ce temps, à l'intérieur du pays, dans le département de Thiébissou, l'ambassade de Suisse renforce la capacité d'accueil de l'école primaire de Kwakwa-Sikro. C'est un bâtiment de 3 classes qui a été offert aux populations en présence de nombreux cadres de la région et de l'ambassadeur de la Suisse en Côte d'Ivoire. Teresta Peyoboué. Un bâtiment de 3 classes pour l'école primaire publique du village de Kwakwa-Sikro dans le département de Thiébissou. Il a été construit et entièrement équipé par l'ambassade de Suisse en Côte d'Ivoire. Les clés du bâtiment ont été remises à la population en présence des cadres, des autorités administratives et traditionnelles de la région. L'école, c'est notre avenir, c'est votre avenir. Il y a des choses dont on peut s'en passer. Par contre, la santé et l'éducation, c'est les 2 choses qui ne peuvent pas manquer. Ces actions ont été possibles grâce à un fils du village, le général de division Gervais Kwasi-Kwaku, commandant supérieur de la gendarmerie. C'est donc à juste titre qu'il a été salué par les intervenants pour sa vision et son engagement à œuvrer pour le développement de son village. Quant aux représentants du ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, il a salué l'acte de générosité du peuple suisse, un acte qui, selon lui, vient renforcer les actions du gouvernement en ce qui concerne l'accès à l'éducation. Il a profité de cette occasion pour offrir du matériel de jardinage à la direction de l'école pour améliorer le cadre de vie des élèves. Lui emboîtant le pas, le maire de Yamsokro a offert, lui, des kits scolaires à l'école. En marge de cette cérémonie, le directeur départemental de la santé a procédé à la pose de la première pierre du futur centre de santé de la localité. Offert par le chef de l'État dans le cadre du programme présidentiel d'urgence, ce centre sera composé d'un dispensaire et d'une maternité. Voilà pour le chapitre éducation. Un mot d'économie à présent. À partir du 1er octobre prochain, 19 services bancaires seront gratuits. La BCEAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, vient de le notifier au système bancaire de l'espace UEMOA. L'objectif étant d'accroître le taux de bancarisation dans la sous-région ouest-africaine. Reportage Adama Koné. Annoncé le 8 mai dernier, c'est le 1er octobre prochain que les banques commenceront à appliquer la gratuité sur certains services. Ce sont au total 19 prestations qui, à compter du 1er octobre 2014, ne seront plus facturées. Entre autres, l'ouverture de compte, la transmission du relevé de compte, le dépôt et le retrait d'espèces aussi bien au guichet ordinaire qu'automatique de la banque du client, la consultation de soldes, le virement dans la même banque. Pour la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, cette gratuité de service doit ouvrir davantage les banques aux populations. Avec l'instauration d'une quotité cessible flexible allant de 35 à 55% et d'une quotité saisissable de 33% par le gouvernement ivoirien, les usagers des banques en Côte d'Ivoire pourront franchir les portes de ces établissements avec plus d'enthousiasme. La Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire a organisé ce vendredi une journée dédiée à la République de Corée du Sud. Cette activité de la Chambre de commerce et d'industrie se situe dans le cadre de ces rencontres économiques thématiques. La rencontre de ce jour a permis à l'ambassadeur sud-coréen et ses collaborateurs d'expliquer le modèle de développement économique de leur pays aux Ivoiriens. Une rencontre qui a permis aux hommes d'affaires des 2 pays de se faire une idée précise des domaines porteurs et pouvant susciter des investissements de part et d'autre. Classé parmi les pays pauvres à la fin de la Deuxième Guerre mondiale en 1945 et ayant le même niveau de développement que la Côte d'Ivoire en 1960, la Corée du Sud fait partie aujourd'hui des pays les plus performants au monde. C'est pour comprendre son modèle de développement que la Chambre de commerce et d'industrie a organisé cette journée pays. Cet exemple nous interpelle
Et nous pensons qu'il y a des bons points que nous pouvons tirer du modèle de développement coréen. C'est aussi l'occasion pour les opérateurs économiques de s'informer sur les opportunités d'affaires dans ces pays et connaître aussi les formalités administratives à remplir. Selon le directeur général adjoint de l'AGEROUTE, agence de gestion des routes à Abou Touré, en 1960, les réseaux de routes coréennes et ivoiriennes avaient quasiment le même nombre de kilomètres pour environ 2,6% et 2,8% de routes révertues. En 2013, 80,3% des 105 000 km de routes coréennes sont révertues. En Côte d'Ivoire, seulement 7,85% des 82 000 km de routes le sont. Que faire face à un tel écart? L'éducation de la population serait importante, que tout le monde puisse travailler durement à l'heure de travail et que les fonctionnaires puissent aller en avance sans corruption. Le développement de l'industrie d'acier, la construction navale et automobile, la pétrochimie et l'électronique ont été identifiés comme des pôles de développement. Mais pour y parvenir, il faut 3 facteurs que sont la volonté politique, l'engagement du peuple et la mobilisation de l'investissement direct étranger. Reportage signé Bertin Guessant et Francis Boiffaut. Le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle a rendu visite hier à 4 promoteurs d'entreprises pour évaluer leurs besoins et leur apporter le soutien de l'État. Les communes choisies par Dosso Moussa sont celles de Cocody, Adjamé et Koumassi. Il a été suivi par nos reporters Ben Touré et Gabriel Zani. Tout comme Soirée Ibrahim, détenteur d'une entreprise de production et de commercialisation de pâtes d'arachide ici à Cocody-Angré, ils sont 55 jeunes Ivoiriens dans le district d'Abidjan à bénéficier du programme d'appui à l'entrepreneuriat des jeunes. Une initiative de l'ONUDI, Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, financée à plus de 100 millions de francs CFA. C'est vraiment l'accompagnement des jeunes promoteurs pour la création d'entreprises formelles. Et les secteurs qui sont couverts incluent l'agroalimentaire, les métiers, la restauration, les services agro-industriels. Partenaire au projet, l'État de Côte d'Ivoire, via le ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. Le ministre Dosso Moussa a visité 4 de ces 55 promoteurs d'entreprises. Ils exercent dans la production et la commercialisation des produits cosmétiques, dans la transformation du manioc en attiéké et dérivés, enfin dans la coiffure, l'esthétique et les soins corporels. L'objectif est clair. Aider à la transformation, tous azimuts, des matières premières produites en Côte d'Ivoire. Maintenant, l'État, en fonction des initiatives, aidera à accroître ces initiatives. À tous ces 6,5 millions de sans-emploi composés majoritairement de jeunes, le ministre d'État, Dosso Moussa, a demandé de fréquenter les structures telles la GFOP, la GEF, l'INIE, pour qu'eux aussi puissent bénéficier de ce genre de programme. La pêche fait perdre plus de 11 000 milliards de francs CFA lorsqu'elle est illicite. Une ONG britannique apporte son soutien à la Côte d'Ivoire dans le cadre de la lutte contre cette pêche illicite. Experte dans le domaine de l'environnement, l'ONG a offert des appareils de surveillance satellitaire au ministère des Ressources animales et halieutiques. Ces appareils vont désormais détecter les navires étrangers qui pratiquent la pêche de façon illégale dans l'espace maritime ivoirien. Serge Gongoma, Grace Kando. La pêche illicite, encore appelée la pêche in, est une pêche non déclarée et donc clandestine, très souvent pratiquée par les navires étrangers dans l'espace maritime d'un autre pays. 37% des poissons et autres produits de la mer proviennent de cette pêche illégale. Une activité qui cause un manque à gagner de 11 750 milliards de francs CFA aux pays disposant d'une surface de pêche sur la mer. Outre cette perte financière, la pêche illicite qui ne respecte aucune règle provoque la destruction de la faune et de la flore sous-marine. Les eaux ivoiriennes sont menacées, d'où ce don de l'ONG EJF Environmental Justice Foundation à l'État de Côte d'Ivoire. 4 appareils de système VMS destinés à la surveillance des navires.
des appareils d'une valeur de plus de 50 millions de francs CFA. Ce sont des balises que l'on peut placer à bord des navires et les surveiller à distance depuis un écran d'ordinateur très simplement et pouvoir surveiller leurs mouvements et s'assurer que, par exemple, ils ne vont pas dans la zone réservée à la pêche artisanale, des zones qui leur sont prohibées et qui sont évidemment très destructrices de l'environnement. En plus de ces appareils, un documentaire réalisé en Côte d'Ivoire par l'ONG JF pour sensibiliser décideurs et populations sur les dangers de la pêche illicite. Toutes ces actions sont saluées par Adjoumani Kwasi, ministre des Ressources animales et halieutiques. Notre pays dispose désormais d'un instrument politique qui oriente l'action publique en la matière. Actuellement, des inspecteurs sont en formation afin de mieux les outiller pour accomplir leur mission d'inspection, de contrôle des navires et d'application des lois, des règlements et des textes internationaux pertinents. EJF Environmental Justice Foundation est une organisation non gouvernementale internationale basée à Londres. La page santé de notre journal à présent. Le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida vient d'offrir un important lot de matériel sanitaire à des structures de santé publique et des institutions de recherche. Des dons qui visent à améliorer la prise en charge du paludisme en Côte d'Ivoire. Le reportage de No Sangaré dans un commentaire de Grace Kando. Le paludisme tue au moins un enfant toutes les 30 secondes dans le monde. Et en Afrique, un enfant sur 5 meurt de cette maladie, selon Rollback Malaria, une ONG de lutte contre le paludisme. En Côte d'Ivoire, cette pandémie représente 43% des motifs de consultation dans les centres de santé ainsi que 40% des causes d'absentéisme en milieu scolaire et professionnel. C'est pour freiner cette maladie que le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida a offert un lot de matériel sanitaire aux différentes structures de la santé publique. Un lot composé de 70 microscopes, 36 motos, 1800 vélos et 2 camions de 16 tonnes pour la nouvelle pharmacie de la santé publique, ainsi qu'une quantité de kits de réactifs pour la goutte épaisse destinée au laboratoire. Valeur totale à plus de 242 millions de francs CFA. Avec toutes ces motos, avec tous ces microscopes, le diagnostic sera fait rapidement, partout. Et gratuitement. On n'aura plus besoin de demander aux parents et aux malades de payer pour la goutte épaisse. C'est une nouvelle stratégie qui arrive et que les agents de santé vont aller jusqu'à dans les domiciles pour communiquer avec les patients et les habitants. Je pense qu'on aura vraiment un impact important sur le paludisme, surtout en ce qui concerne les femmes enceintes et les enfants. Ce lot de matériel va permettre à ces différentes structures sanitaires d'être performantes. Nous sommes très contents. Parce qu'avec cette moto, les agents de santé, les agents de santé communautaire pourront aller même dans les villages les plus reculés pour pouvoir prendre en charge les malades. Ce sont au total 52 districts sanitaires qui bénéficieront de ces dons. L'école militaire préparatoire technique de Bingerville vient d'organiser sa traditionnelle fête de l'excellence. Une fête marquée par la récompense des meilleurs élèves militaires et la double cérémonie de baptême de la 68e promotion des enfants et de la troupe et la décoration du personnel de l'école. Cette fête de l'excellence a eu lieu en présence du ministre chargé de la Défense qui a annoncé des réformes au sein de l'EMPT à compter de la rentrée 2015-2016 à Bossanogo. L'école militaire préparatoire et technique de Bingerville célèbre ses meilleurs élèves pour l'année scolaire 2014-2015. Les 3 premiers des classes de la 6e à la terminale ont été distingués. Le prix spécial du président de la République Alassane Ouattara est revenu à Paul Noneba Edi Ibrahim avec 17,23 de moyenne annuelle en 4e, également meilleur élève du premier cycle. Quant au prix du meilleur élève du second cycle, il a été remis à Ziao Kognon Ibrahim avec 15,18 de moyenne en terminale. La meilleure élève parmi les filles est en classe de 6e. Kwaku Orphelina a obtenu une moyenne de 15,30. Plusieurs autres prix ont été remis aux autres lauréats. Nous pouvons nous réjouir de la qualité du BEPC. À cet examen, 99 candidats présentés, nos scores sont de 96 admis, une moyenne de 96,97%. Ce taux de réussite est nettement au-dessus de la moyenne nationale
qui est de 57,47%. Le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi, a annoncé des réformes. À la rentrée scolaire 2015-2016, les classes préparatoires aux grandes écoles d'ingénieurs seront ouvertes au sein de l'école. À moyen terme, un institut supérieur militaire polytechnique verra le jour. Autre temps fort de cette cérémonie, le baptême de la 68e promotion des enfants de troupes baptisée promotion Kwasi Kofi Félix, suivi de la passation du drapeau à la 69e promotion. Les décorations du commandant école et du capitaine TTI Gira et celles de 21 enseignants et une visite guidée de salles d'apprentissage ont mis fin à la cérémonie. L'école militaire préparatoire et technique de Bingerville a pour mission de donner aux enfants de troupes une formation morale, intellectuelle, technique, physique et militaire qui leur permet de participer dans les meilleures conditions au recrutement des cadres et techniciens, aussi bien dans les forces armées nationales du Côte d'Ivoire que dans les forces armées sœurs de la sous-région. Depuis près de 2 semaines maintenant, nous avons entamé le mois sacré de Ramadan, la période de jeûne musulman. Et rompre le jeûne ou manger tôt avant 5 heures du matin pour débuter le jeûne nécessite une alimentation appropriée. Nos reporters se sont intéressés aux différents mets consommés par les fidèles musulmans en cette période. Reportage. Des beignets, des dattes, des fruits et du jus. Quelques aliments fortement consommés en cette période de carême musulman. Des mets vendus par les jeunes filles et les femmes dans les quartiers, mais aussi dans les divers lieux de commerce consacrés à la vente de ce type d'aliments. Mois de carême, nous tous on paye ça pour couper carême avec. Les femmes ils se débrouillent avec ça. Ça carême. Sans carême aussi, elle fait. Pour certains fidèles, la date constitue l'un des produits recommandés par la religion. Elle serait donc la plus consommée. D'autres par contre préfèrent le jus de fruits, de bissap, de passion, de gingembre ou encore le thé. C'est le bouilli, le biton, c'est tout. Généralement, je prends des dattes, puis la bouillie. Bon, à 4 h du matin, je mange du riz. À l'approche de la rupture, les commerçantes de mets et de jus se font plus visibles. Surtout les vendeuses de beignets, souvent submergées par les clients. Bien manger après le jeûne, cela a son importance. À la grande mosquée du plateau, le menu de la pâte alimentaire. Ne pas oublier cependant de consommer avec modération. Cela, selon les spécialistes, peut être à source d'indigestion. Le reportage de Siaka Kone, commenté pour vous par Franck Quadio. Hors de chez nous, et vous allez le voir en images, le Cameroun prend des mesures contre Boko Haram. Les autorités de Yaoundé ont renforcé les contrôles à la frontière dans la région de l'extrême nord pour se protéger des infiltrations de combattants djihadistes de Boko Haram venus du Nigeria voisin. Il s'agit de dispositions pour permettre aux musulmans d'observer le jeûne du Ramadan en toute quiétude. Raid aérien contre tir de roquettes. L'escalade de la violence se poursuit entre Israël et le Hamas, alors que des dizaines de roquettes ont visé Jérusalem et Tel Aviv mardi. L'aviation israélienne a mené 160 raids de représailles sur le territoire palestinien. Ce vendredi, 4e jour des affrontements, le bilan provisoire fait état de 100 morts. Washington propose sa médiation pour mettre fin à la crise. La réunion en urgence du Conseil de sécurité jeudi à New York n'a pas permis d'amorcer une désescalade entre Israéliens et Palestiniens à Gaza. Pour le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, une seule chose pourrait pour le moment amener Benyamin Netanyahou à freiner sa machine de guerre. Aujourd'hui, nous courons le risque d'une escalade sans fin entre Israël et Gaza, avec une menace claire d'offensive au sol, évitable seulement si le Hamas cesse de tirer des roquettes. Ignorant la proposition de médiation du président Barack Obama, le Premier ministre israélien a confirmé sa volonté de poursuivre l'opération Bordure protectrice et le président de l'autorité palestinienne a affirmé que la décision d'intervenir au sol dans les prochaines heures avait été prise. Ce matin, nous avons été informés que les résidents des localités frontalières de Gaza, de Beth Hanoun, de Beth Laïa et d'autres villes et villages avaient été invités à quitter leur domicile et à se replier vers l'intérieur. Sur le terrain, les raids meurtriers se poursuivent contre les maisons de militants islamistes, les bâtiments officiels du Hamas et autres capacités militaires.
Même si Tsahal affirme procéder à des frappes chirurgicales, le bilan se monte déjà à 100 morts en 4 jours côté palestinien, contre 4 blessés côté israélien, dont un soldat. Échappant en effet à la vigilance du bouclier antimissile, une roquette palestinienne a frappé une station d'essence à Ashdod, blessant 3 personnes, dont une grièvement. Et le Hamas menace désormais de prendre pour cible l'aéroport Ben Gourion. Avant de terminer ce journal, sachez que la finale de la Coupe du Monde qui aura lieu dimanche va opposer l'Allemagne à l'Argentine. Mais avant, c'est le Brésil qui affrontera demain samedi les Pays-Bas. Un match comptant pour la 3e place de ce mondial. Et comme depuis le début du tournoi, il y a près d'un mois, vous pourrez suivre toutes ces rencontres sur les antennes de la RTI. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et surtout, merci de votre fidélité. Bonsoir.